Salut à tous et bienvenue pour cette mise au point sur le mois de septembre où il s'est passé pas énormément de trucs notables en termes de Disneyfield, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il y a à côté. Donc on va commencer en s'excusant, je vais m'excuser un petit peu de pas vous fournir autant d'épisodes de Gravity Flows que d'habitude depuis 2-3 mois. Voilà, les 2 mois précédents j'en ai fait à peine 2 par mois alors qu'avant c'était 3 ou 4 et vous voyez ce mois qui vient ça va être plus ou moins pareil parce que j'ai un planning assez chargé à faire à côté de ça et donc j'ai moins le temps pour ces vidéos qui demandent du travail un peu plus important par rapport à d'autres. Donc j'ai envie de maintenir le rythme que j'ai au moins jusqu'à l'épisode 150, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et ça veut dire que ça va être très difficile de bosser énormément sur les Gravity Flows à côté. Je vais vous en faire au moins 2 ce mois-ci, rassurez-vous. Peut-être 3 si vraiment je me sens d'attaque totalement. Mais ouais, il va pas y avoir autant de Gravity Flows qu'il pourrait y en avoir. Et normalement, à partir du mois prochain, étant donné que je vais me calmer un petit peu, ça va être à partir de ce mois, je vais commencer à faire un chouïa moins de Disneyfield. Je vais me permettre de faire genre un Disneyfield de moins par mois à partir du mois suivant parce que j'aurai atteint un petit peu le quota, un petit peu ce que je comptais atteindre. Parce que voilà, j'en parle tout de suite, le mois qui arrive, ça va être un petit peu le mois de la consécration. Le mois de la consécration dans le sens où j'aurai fini de traiter tout ce que je voulais traiter quand j'ai lancé ces vidéos à la 150e. Ça va d'ailleurs être un mois chargé, comme je l'ai dit à ce niveau-là, parce que, bon, j'ai fini de faire le Disneyfield qui va sortir ce samedi. Il va être long et vous comprendrez assez bien pourquoi. Les Disneyfield suivants seront normalement assez longs à faire, surtout celui sur La Belle et la Bête 3, parce que c'est pas pour rien que j'ai goupillé ça de façon à ce que ce soit le 150e Disneyfield, ça, c'est pas pour rien, hein. Ça va être un morceau assez lourd, hein, La Belle et la Bête 3. Attendez-vous à ce que je gueule un petit peu. Attendez-vous un petit peu à ce que je gueule. Donc, voilà, ça risque d'être assez chargé. De plus, le Disneyfield HS qui est prévu pour ce mois d'octobre aussi, il risque d'être assez chargé, assez long. Et de pas plaire à tout le monde. Là non plus, je sens que je vais en énerver un petit peu. Enfin bon, là, vous verrez quand ça viendra. Voilà. Une fois que j'aurai traité ces Disneyfield sur La Belle et la Bête, j'aurai plus ou moins fini le programme que j'avais prévu à la base. Voilà, c'est un peu ce sur quoi je voulais partir. Vraiment. Et après, ce sera plus ou moins du bonus. Alors déjà, rassurez-vous, les films Winnie l'ourson, ils seront faits avant la fin de l'année. Normalement, c'est prévu pour décembre. Je vous promets que vous aurez les films Winnie l'ourson pour décembre. Voilà. Je tiens à le dire, et donc après, à la fin à la fin de 2019, vous aurez tous les films traités, sauf ceux qui sont sortis récemment cette année, qui seront traités en début d'année 2020, rassurez-vous. Mais ouais, ça va être ce mois d'octobre, à la fin de la période où je sortirai tout le temps un Disneyfield par semaine, où je vais un chouïa me calmer. Je dis bien un chouïa, je vais essayer de ralentir le rythme, pas trop quand même, pour pas que vous soyez dépaysés. Mais plus ça ira, plus je pense que je vais un petit peu ralentir le rythme, petit à petit, sortir un peu moins de Disneyfield, ce qui me permettra... j'essaierai, je suis pas sûr d'y arriver parce que je suis nul à ce niveau-là, c'est pas la première fois que j'essaye de trouver un petit boulot à côté, un mi-temps, un truc comme ça, et sinon de passer du temps sur les vidéos à côté, type Gravity Flows, parce que j'ai envie de terminer ça au bout d'un moment. J'espérais terminer ça pour 2019, c'est même pas la peine. Gravity Falls, j'aurais pas fini de traiter la série pour fin 2019, mais voilà, dans les premiers mois de 2020, j'espère terminer ça, février ou mars maximum, j'espère terminer Gravity Flows, quoi. Et me lancer sur les Totally Splash, sur Totally Spice, après, et garder un rythme assez important, parce que voilà, c'est quelque chose que ça me ferait plaisir de traiter, surtout qu'il y a un grand nombre d'épisodes, donc il y aurait vraiment matière à faire, ce sera quelque chose qui m'inspirera beaucoup. En tout cas, ouais, gardez bien en tête que c'est bientôt la fin, ce mois va être chargé pour moi, et à cause de ça, je risque de pas avoir beaucoup de Gravity Flows à vous proposer, j'en suis désolé. En tous les cas, on va revenir rapidement sur les Disneyfield de ce mois-ci, parce qu'une fois de plus,
j'ai pas eu beaucoup de retours sur lesquels je veux revenir. Déjà, Les Indestructibles 1, tout le monde a été plus ou moins d'accord pour dire que c'est un film génial, donc... Et on m'a repris sur un truc, et c'est vrai que c'est un regret de ma part, j'aurais pu passer un petit moment pour parler du doublage qui, je reconnais, est excellent. J'ai fait ça pour La Planète au Trésor parce que je trouve que le doublage français se démarque beaucoup, et c'est pareil pour Les Indestructibles, le doublage français se démarque beaucoup. Que ce soit pour nos personnages principaux, avec Monsieur et Madame Indestructible qui sont nickel en termes de casting, et pour le Star Talent qui est présent, parce qu'il y a pas mal de Star Talent, et je trouve que ben, c'est nickel. Hein, que ce soit Laurie en violette, encore que Laurie en violette, c'était un peu ses débuts, donc c'était pas non plus sensationnel, mais c'était correct, vraiment correct. Amanda Lear en Edna Mode, parfait. C'est le rôle fait pour elle, quoi. Elle est nickel, nickel. Et enfin, Bruno Salomon en Syndrome, parfait, il le fait parfaitement passer aussi, quoi. Et je regrette un peu de pas m'être étendu sur ça, parce que je trouve que le casting a été choisi aux petits oignons pour la VF de ce film. Donc j'aurais pu passer un peu de temps là-dessus. C'est un petit regret que j'ai. Donc je tiens à m'excuser pour ceux que ça a un peu gêné de ne pas voir ça. Oui, j'aurais pu passer une petite minute de plus dans ma critique pour parler du doublage VF. En tout cas, donc on en vient aux Indestructibles 2 avec qui a posé le plus de désaccords dans les commentaires, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment adoré, qui le situent quasiment au même niveau que le premier. Il y en a même qui le préfèrent au premier. Ça, j'avoue que je ne comprendrai jamais. Mais bon, on m'a repris sur un truc, un détail en particulier, parce que le reste, sinon, c'était très pauvre, hein, assez faible les arguments contre. Par contre, qu'ils ont adoré, et qu'on m'a trouvé trop dur, ah là là là, c'est incroyable. Bon, il y a un point sur lequel je reviendrai en détail lorsque je traiterai un petit peu le sujet central de cette mise au point, mais ouais, sinon, oui, on sait pas plein de grand chose à part dire que c'était trop dur pour ceux qui ont adoré le film. Moi, personnellement, je n'ai pas adoré le film. Je trouvais bien, surtout grâce à l'action. On a fait quelques petits commentaires. Enfin, il y a une personne qui m'a fait un commentaire sur le côté épileptique du film. Oui, j'ai essayé d'être un tout petit peu censure, mettre un peu de censure là-dedans, à un moment donné, histoire de dire, oui, il y a ce passage épileptique. Le reste des passages, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement outrageusement épileptiques pour être acceptable, mais c'est juste le passage du combat entre Elastigirl et l'hypnotiseur qui vit. Alors c'est fait pour être oppressant pour notre héroïne, et donc elle doit surmonter ça, donc c'est assez fort, mais c'est vrai que quand on est sensible à ça c'est pas agréable. Voilà, donc pour ceux qui connaissaient pas, j'espère que je vous ai pas trop surpris avec ça, j'espère que ma censure aura suffi. En tout cas, oui, on m'a repris sur les motivations de la méchante, et là j'avoue qu'on vit dans deux mondes différents à ce niveau-là. Hein. Il y a des gens qui trouvent que les motivations de la méchante sont extraordinairement intéressantes, et qu'en fait c'est quelqu'un qui pense plus aux petites gens qui sont en dessous de ceux qui ont plus de super pouvoirs, et elle veut faire en sorte qu'ils se démarquent, qu'ils s'affranchissent de ces personnes dont ils dépendent du pouvoir et tout, et qu'il y a quelque chose de fort là-dedans, dans cette façon de vouloir à sa façon jouer pour les petites gens, les gens plus simples. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'on se berce presque autant d'illusions que Evelyn, parce que oui, ça s'appelle comme ça Evelyn, si je me souviens bien. Et le truc avec elle, c'est qu'elle a vécu une mauvaise expérience quand elle était jeune, et elle veut incomber ce traumatisme d'enfance à des coupables qui ne sont pas vraiment responsables de ça. Ceux qui sont responsables, quoi, c'est les braqueurs, enfin les cambrioleurs en priorité, hein, elle s'en fout royalement d'eux. Hein. Elle se dit pas, tiens, si on pouvait faire en sorte qu'il y ait un monde où ce genre de personnes pouvaient ne plus être là, ah, non, 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 hein, c'est trop... C'est trop utopiste ça. Par contre, un monde où on peut faire en sorte que des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas choisi d'avoir des pouvoirs, soient des parias aux yeux de tout le monde, oui, oui, hein, je veux ça. Hein. Elle agit tellement pour le petit peuple, là. Mais voilà, le topo, voilà, j'en ai parlé, c'est très simple à analyser pour moi. C'est quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience enfant, et qui cherche absolument à se trouver un coupable, et...
Et voilà, c'est les super-héros, c'est simple, quoi. Elle peut s'en faire une espèce de croisade pour se sentir mieux avec ce qui lui est arrivé et pour se trouver enfin un coupable par rapport à la tragédie qu'il a touchée. Et ouais, quoi, la seule différence avec Syndrome là-dedans, c'est que la tragédie qui la touche, c'est une vraie tragédie. Alors que Syndrome, c'est quelqu'un qui est déjà très mentalement instable et il a juste pas eu une réponse positive à la fixation qu'il a dès l'enfance. Mais sinon, en dehors de ça, quoi, c'est le même type de réaction, quoi. Une réaction gamine qui cherche absolument à avoir un coupable à ses malheurs parce que sinon, j'ai le sentiment qu'ils auraient moyennement un sens de leur vie et ils vont très loin pour ça. Le truc avec Syndrome, c'est qu'au moins on appuie qu'il a un côté gamin dans son comportement et la façon dont son plan est mis en place, il y a quelque chose de logique dans la mentalité que ça veut faire passer. Mais là, déjà, elle prend des plombes à instaurer un truc qui aurait dû s'instaurer, mais tout seul, quoi. Le coup de l'hypnotiseur, je redis, ça ne sert absolument à que dalle. Elle pouvait directement prendre le contrôle des héros et les faire passer pour des sales connards. Ça aurait rien changé, hein. Elle aurait juste accéléré le mouvement, c'est tout, hein. Mais non, il fallait mettre ça en place pendant tout ce temps, ce qui fait que le conflit contre l'hypnotiseur, même s'il était visuellement et en termes d'ambiance très sympathique à suivre, il signifiait que dalle. C'est un problème pour moi. Et aussi, ouais, on appuie pas du tout qu'elle a un côté gamin très puéril dans son comportement de vouloir chercher un coupable à son malheur et en cherchant dans la mauvaise direction. Là où c'était clairement appuyé le côté puéril de Syndrome avant, dans le premier film. Ce qui fait que ouais, pour moi c'est clairement une sous-Syndrome de loin, ce personnage. C'est dommage parce que j'aime bien sa personnalité au départ, mais une fois qu'on dévoile que c'est elle la méchante, voilà. Il n'y a absolument rien de très profond chez elle. Ça aurait pu être intéressant si ça avait été mieux amené, si on avait mieux appuyé le côté puéril qu'il apporte, mais même si ça avait été le cas, ça aurait fait doublon avec Syndrome. Donc il fallait très certainement mettre en place quelque chose de différent. Il y a quelqu'un qui avait dit en commentaire que ça aurait été très intéressant si ça avait été le frère et pas la sœur, parce que lui, son truc, c'est de vouloir réhabiliter les super-héros, et pour ça, il se dit, je vais mettre en scène ce super méchant qui attaque de façon à la mettre en avant, faire en sorte qu'elle puisse briller. Là, ça aurait été un peu plus différent de Syndrome, et ça aurait montré un côté tragique du personnage, c'est-à-dire il est tellement obnubilé par le fait de vouloir réhabiliter les héros qu'il est prêt à devenir un méchant lui-même, quoi. C'est un peu le concept qu'il y avait dans Incassable. Voilà, quoi. On aurait pu un peu reprendre ce concept-là. Ça aurait été cool, mais non, on a fait un truc très... pas un doublon à Syndrome pour moi. Mais ça fait beaucoup trop doublon au premier film pour être si extraordinaire que ça, cette suite. Et ça justifie clairement pas les 14 ans d'attente, hein. Si c'est pour faire ça au bout de 14 ans, ouais, vous auriez pu beaucoup mieux faire. Et une fois de plus, j'ai déjà dit ça dans ma réaction à Tiel, on sent que Brad Bird a fait ce film un peu par obligation, et qu'il a essayé d'y mettre un peu de qualité quand même, parce que bon, il foire pas ses films, hein. Il essaye de faire passer un peu de morale sociale, de l'action cool, une animation vraiment au top, mais c'est loin, très loin, d'être aussi inspiré que l'a été le premier film, et c'est dommage. Voilà, hein, pour moi c'est clairement pas au même niveau que le premier, hein, même si c'est sympa à regarder, hein, vraiment, hein, c'est loin d'être affreux ou quoi que ce soit, même les choses qui me déplaisent c'est loin d'être horripilant, mais vous voyez, en tant que suite, c'est un peu frustrant, surtout après tout ce temps d'attente, je le trouve. Voilà, sinon, c'est pas grand chose d'autre à dire. Le top 20 des Pixar, ben, vous avez été plusieurs à participer, c'était sympa de donner votre avis. J'ai pas grand chose à dire, là c'était juste un résumé de ce que je pensais des films. C'était un peu une vidéo à la cool, comme le Disney Film 49 sur mon top 10 des meilleurs et des pires films Disney Animation Studios, donc ouais. Et sinon, les enfants de la pluie, soit les gens connaissaient pas, ils ont été un peu intrigués par ça, donc c'est cool d'avoir un peu intéressé les gens à ce film, parce qu'ils veulent le connaître vu au moins une fois, et ceux qui connaissent, ils ont été contents que j'en parle en bien. Et il n'y a pas grand monde qui est venu me reprendre sur ma critique de la deuxième moitié.
Vous n'avez rien à redire à ça. Donc, rien à dire non plus, hein, rien à développer par rapport à ça. Ça fait plaisir de traiter un peu ce genre de film un peu différent, avec une ambiance plus mature, un peu plus sombre que d'habitude. Donc ouais, les Disney-Files c'est passé, et j'aimerais revenir rapidement sur la fin de ma réac de Game of Thrones. Parce que, ouais, c'est une série qui fait énormément parler d'elle, donc il y a eu énormément de gens, énormément de débats qui se sont mis en place, surtout sur la qualité de cette dernière saison. Beaucoup de gens trouvent que c'est à chier. Que c'est vraiment une insulte pour ce qu'en représentait l'intrigue politique captivante et intelligente des premières saisons. Et si je reconnais que c'est clair et net que ça part plus trop sur cette intrigue-là, ça fait 3 saisons que c'était plus trop le cas. Hein. Niveau manipulation politique, tout ça, c'était plus trop le cas. On partait clairement sur quelque chose de différent et ouais, moi ça me dérangeait pas. Voilà, je le dis tout de suite, ça me dérangeait pas. Après, c'est pas votre truc, ok, mais je comprends que ça vous dérange que certaines choses se fassent trop vite et je vais revenir un petit peu sur un point en particulier, mais avant ça, j'aimerais réagir rapidement à certains commentaires et surtout ce que Michael J a dit dans sa vidéo, parce que j'ai enfin vu cette vidéo après, et ouais, on essaye à ce fond de justifier que oui, c'est naturel que Daenerys en vienne à ce stade-là, qu'elle vire totalement psychopathe, surtout donc Michael J qui a dit que dès le début, on voit que elle est un peu instable, qu'elle n'hésite pas à vouloir du trône et que lorsque son frère se fait assassiner devant elle, elle se dit tant pis pour sa gueule, bien fait pour lui. Et oui, il y a ça, il y a toujours ce côté vindicatif de sa part, à vouloir un peu le pouvoir, mais ça n'a jamais été au détriment de ses valeurs morales, de son éthique. Et c'est un truc que Michael J a totalement survolé, totalement sauté dans sa critique de fin. Parce que, ouais, un truc quand même avec Daenerys, c'est qu'elle a cette empathie pour ceux qui ont souffert comme elle de l'esclavage justement parce qu'elle a été esclave de son frère pendant longtemps et différentes choses, et elle sait comprendre la peine des autres, de ceux qui sont innocents, ceux qui ont rien fait. Il y a un moment donné que j'ai trouvé assez fort où elle pouvait plus trop contrôler ses dragons et au bout d'un moment il y a ce dragon, un de ces dragons qui a brûlé un enfant innocent qui passait par là parce qu'il n'était pas contrôlé. Et elle était tellement attristée par ça qu'elle s'est dit merde, ça me fend le cœur, mais il faut que j'enferme mes dragons pendant un petit moment. Voilà, ça c'est le genre de choses qui définissait Daenerys. C'était pas une garce avide de pouvoir tout le temps. Elle était revancharde envers ceux qui faisaient le mal, etc. Mais elle n'était pas avide de pouvoir et elle butait pas sans raison les gens. Clairement pas, hein. Elle butait clairement quand elle avait une certaine rancœur envers certains gens en particulier, mais elle a jamais osé s'en prendre directement à ceux qui étaient totalement innocents pour elle. Et le fait que, à la fin, elle se dise merde, je laisse tout tomber. Je m'en fous royalement d'être diplomate, un tant soit peu pacifiste, je vais buter tout le monde, même les femmes et les enfants qui n'ont rien fait de mal, qui se trouvent juste au mauvais endroit, au mauvais moment, je bute tout le monde, bah je suis désolé, ça méritait beaucoup plus que... Ah, elle était déjà un peu instable au début, non, hein. Faut mieux justifier ça, parce que ça ne va pas pour moi, ça ne va pas. Si vous aviez mis ça en scène différemment, peut-être... Hein, de façon à ce que ce soit mieux justifié, mais c'est pas le cas, ou alors si vous aviez davantage appuyé cette descente aux enfers qui n'était pas assez appuyée pour que cette décision se suffise. Pour moi, ça ne suffit pas. Clairement pas. Je le dis tout net. Bref, ça c'est dit, c'est un point, et j'aimerais revenir aussi sur un point sur lequel on m'a repris, parce que oui, je suis une des rares personnes à apprécier le principe, comme quoi Bran est le roi à la fin, et oui, il y a des arguments contre, des arguments qui n'apprécient pas ça, il y a le concept politique derrière, et c'est vrai, je reconnais que je suis une quiche en politique, je me suis jamais fait vraiment d'études à ce niveau-là, je suis pas très doué pour analyser ce truc-là, peut-être que je m'y connais pas assez, j'apprécie l'idée, je pense que ça veut renvoyer un peu l'idée que tout le monde en a un petit peu marre de ces manipulations, de ces conflits politiques et veut un peu partir vers une voie un peu pacifiste de paix
qui sera sans doute pas durable par la suite, j'imagine, et si jamais il y a quelqu'un qui veut faire son connard, eh ben il pourra en profiter, c'est évident, j'imagine. Mais voilà, j'apprécie l'idée, j'apprécie normalement l'idée derrière ça. Cela dit, je vais pas grandement défendre ce passage par rapport à ceux qui ont des tas d'arguments logiques, de politique derrière, parce que voilà, je suis nul à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai pris ça avec le point de vue optimiste qui me caractérise un petit peu quand même. J'apprécie les fins optimistes, vous savez. J'ai rien contre les fins pessimistes de temps en temps, mais je suis quand même plus fan des fins optimistes. Je vais pas trop défendre là-dessus contre ceux qui ont apprécié davantage le côté vraiment politique, réfléchi qu'il y avait avant. Par contre, j'aimerais quand même revenir sur un contre-argument que j'ai trouvé très bizarre et moyennement fondé là-dessus. C'est le fait que, apparemment, pour eux, Bran avait tout prévu. Et il a le don de vision de l'avenir, semble-t-il, et donc il avait totalement prévu qu'il finirait roi et il allait laisser faire toutes ces conneries, tous ces massacres, etc., parce qu'il savait que ça conduirait là. J'ai peut-être loupé un détail, mais je pense pas particulièrement que la corneille, en tout cas dans la série, peut-être dans le bouquin c'est dit, hein, mais je pense que la corneille ait la capacité de voir le futur. La corneille a la capacité de voir le passé, tous les événements passés. Si tant est qu'il cherche à savoir tel ou tel événement passé. Donc c'est pour ça qu'il sait certaines choses et qu'il ne sait pas certaines autres. Comme par exemple, il n'a pas su tout de suite que Rhaegar et Lyanna, sa tante, se sont mariés en catimini. Il l'a pas su tout de suite, quoi. Il a fallu que Sam le pointe un petit peu vers ça. Donc voilà, il a la capacité de voir tout ce qu'il y a eu avant dans le passé s'il s'en donne la peine. Et à aucun moment on n'appuie qu'il sait prédire le futur. Il a peut-être une capacité de déduction qui lui permet d'envisager un futur par rapport à la situation en place. Je pense que c'est un peu ce qui est mis en avant à la fin lorsqu'il dit « à votre avis, pourquoi je suis venu après que Tyrion lui propose de devenir roi ?» C'est parce que oui, il se doutait que Tyrion ferait cette proposition. Sans doute parce que, je sais pas, il l'a observé dans son cachot, réfléchir à ça. Voilà, pas besoin de prédiction du futur pour le savoir, hein. Je dis ça comme ça, hein. Et voilà, ce genre de choses. Et si on part du principe que c'est juste quelqu'un qui peut prévoir par rapport à la situation actuelle, à la situation actuelle des personnages, comment ça pourrait finir, sans avoir une vision précise du futur, ben, je vois pas le problème. Je vois pas en quoi il était certain de devenir roi et en quoi c'était une manipulation odieuse de sa part, de grand méchant, tout ça, tout ça. Parce que l'un des trucs qui a amené à ça, c'est le truc principal qui a fait en sorte qu'il ait ce rôle à la fin, c'est que Daenerys s'est pété un câble. Et je vais essayer de concéder un peu quelque chose. Si on considère, et si on accepte, alors là c'est un gros truc pour moi, si on accepte que partir du principe que juste après avoir perdu Missandei et un de ses dragons, elle pète totalement un câble et deviennent timbrés et butent tout le monde, si pour vous c'est logique d'avoir cette déduction là, hein, et ben même ça il n'aurait pas pu le prévoir, ça aurait été trop tard à prévoir, il n'aurait pas pu le prévoir particulièrement que son dragon et Missandei se ferait buter dans une période très courte. Il n'aurait pas pu prévoir ça. Je veux dire, ouais, à moins qu'on parte du principe stupide, qui n'a jamais été particulièrement dit, qu'il a le don de vraiment carrément voir le futur, ce qui n'a jamais été dit, une fois de plus. Donc, si on part du principe que c'est juste quelqu'un qui fait des déductions par rapport à ce qu'il sait sur le futur, eh ben, il n'aurait pas pu prévoir ces changements-là, ces rebondissements-là, qui feraient en sorte que Daenerys craque. Donc, et une fois qu'il aurait vu ces changements-là, et donc peut-être prévu le pétage de plomb de Daenerys, c'était trop tard pour lui, quoi. Il était trop loin pour prévenir Jon Snow et compagnie. Donc, pour moi, il a rien prévu. Pour moi, c'est logique. Vous octroyez un peu trop de pouvoir à la grande Corneille, je trouve, hein. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait ressentir pour moi, quoi. Il a jamais eu cette espèce d'omniscience parfaite du présent et du futur. Il y a toujours eu quand même une certaine limitation parce que ça restait un humain.
Et donc il peut pas aller voir les souvenirs de tout et n'importe quoi tout le temps, il peut pas savoir l'histoire d'absolument tout non plus, parce que ça lui demanderait beaucoup trop de temps pour revenir revivre ces événements du passé, et il peut pas prévoir le futur à la perfection, parce qu'à ce moment-là, oui, ça en fait limite un dieu, quoi, enfin un dieu omniscient à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, pas pour moi. Donc, ouais, je vous suis pas à ce niveau-là. Hein, c'est un truc pour défendre Bran roi, même si je comprends une fois de plus qu'il y a des problèmes politiques qu'on peut réfléchir là-dedans, et donc, ouais, je vais pas trop défendre à ce niveau-là, mais le côté Bran a tout prévu à l'avance, et donc c'est un connard qui a laissé un massacre se faire, j'adhère pas, hein, j'adhère pas. Pour moi, c'est pas, ça marche pas. Voilà, c'est dit, c'était histoire d'avoir quelque chose à dire. Terminé Game of Thrones, je n'en parle plus dans ces vidéos, ou alors rapidement en référence, histoire de dire, mais voilà, on va plus faire de vidéos particulières sur Game of Thrones, c'est une série que j'ai adorée une fois de plus, j'ai adoré énormément de choses, de moments de personnages, la qualité de production, énormément de choses sont géniales là-dedans, et c'est une de mes séries préférées, qui fait partie de mon top 15 maintenant, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, avec ce dit, on va se lancer dans le sujet du jour, un sujet assez polémique, qui va prendre un peu de temps, je pense, sur le progressisme au cinéma et ailleurs, hein, parce que bon, il n'y a pas que le cinéma qui fait de l'art narratif. Ouais, c'était assez inspiré donc par rapport à un certain commentaire qu'on m'a fait sur Les Indestructibles 2. Comme quoi, tu dis que cet échange de sexe dans les fonctions justifie pas le fait qu'on refasse exactement la même structure que le premier film. Moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que, ouais, ça sert quand même à montrer que être parent au foyer, c'est dur. Et montrer ça avec un homme, eh ben, c'est montrer que les femmes qui doivent s'occuper d'enfants et de la maison, elles ont du boulot à faire. Et je vais dire un truc par rapport à ça, pour moi, c'est évident. J'en sais rien, Peut-être que c'est moi qui ai eu l'avantage de naître avec des neurones qui fonctionnent, mais lorsque j'analyse un petit peu ce qui se passe autour de moi, j'ai toujours été un gamin un peu feignant, hein. Ah oui, non, mais je vais clairement pas m'inventer. Quand je voyais ce que faisait ma mère pour s'occuper de la maison, etc., en plus d'avoir un boulot, je me suis dit, mais punaise, cette femme est énorme. Je serai jamais aussi brave que quelqu'un comme ça. Hein, c'est ce genre de choses qui m'a fait en partie reconsidérer le fait que j'aurai très certainement jamais d'enfants. Pas parce que je pense pas, parce que je déteste les enfants à un certain point, mais surtout parce que je m'estimerai jamais capable de faire d'enfants moi-même, et surtout de les gérer. Déjà que j'ai du mal à gérer ma propre maison, mon propre foyer, à moi tout seul, alors que je vis tout seul. C'est quelque chose qui se voit dès lors qu'on fait preuve d'un tout petit peu d'observation. Et peut-être que oui, il existe des cons, des abrutis qui se rendent pas compte de ça, et peut-être que ça les aidera. Sans doute. De la même façon que, je sais pas moi, l'épisode 6 de Gravity Falls, hein, vous savez, avec l'espèce de minotaure complètement macho débile, histoire de montrer que l'important c'est pas de montrer qu'on est un homme tout le temps, et ben c'est super évident pour moi, peut-être que pour certains ça n'est pas autant, peut-être que ça aidera alors à envoyer le message que, vous savez, le plus important c'est pas de se montrer viril à toute occasion, quand même, il faut savoir être un peu soi-même, tant mieux, mais voilà le truc. Je suis moi et j'aborde un film avec ma mentalité de personne qui a déjà un peu le sens de l'observation quand même. Et dès lors qu'on apprend un petit peu à réfléchir, lorsqu'on est un petit peu adulte, je vous jure que ce genre de choses, c'est évident. Mais évident. Mais être parent au foyer, c'est pas facile, c'est évident. Se montrer viril à tout prix, c'est pas une bonne chose à faire, c'est évident. Être raciste, c'est pas bien, c'est évident. Les femmes sont tout aussi capables que les hommes pour certains trucs, c'est évident. Il y a énormément de choses qui sont évidentes. L'homosexualité, c'est pas quelque chose de mauvais. Et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, c'est évident. Tant que ça ne gêne pas la vie des autres, hein, directement. J'ai grandi avec cette mentalité de personnes un petit peu sensées qui considèrent que
tout ce qui est progressiste, c'est souvent une chose un peu naturelle à voir, lorsqu'on respecte un petit peu autrui. Donc, quand on veut faire passer ce genre de message dans une œuvre de narration fictive, eh ben, faut pas y aller avec des gros sabots, sinon pour moi, ça va juste être un... de... Voilà. Alors, c'est clairement pas le pire cas, Les Indestructibles 2, mais c'est un petit peu ce qui m'a lancé là-dedans, mais... ouais, c'est un peu sur ce sur quoi je veux rebondir. On a énormément de films qui dépeignent du progressisme de différentes façons, que ce soit pour la place des femmes qui doivent s'affirmer davantage, que ce soit pour l'homosexualité qui doit s'affirmer davantage, et d'autres choses, hein, énormément de cas par rapport à ça. Et souvent, je trouve ça bien quand c'est fait de façon fine, pas de façon rentre-dedans, parce que bon, oui, c'est bien de montrer des femmes fortes, c'est bien de montrer des homosexuels qui sont des gens tout à fait comme nous, hein, faire des trucs de gens normaux, ou alors être aussi héroïque qu'on puisse l'être. J'attends impatiemment, vraiment impatiemment un film où on ferait quelque chose, je sais pas, un truc fantastique ou de super-héros, où on centrerait vraiment sur des super-héros homosexuels. Ou je sais pas, si vous voulez, transgenre ou un truc comme ça, hein, pas forcément ça, mais voilà, ce genre de truc où on montrerait que la personne... elle est homosexuelle, mais c'est pas tout ce qui la définit, c'est juste un trait en plus de sa personnalité. Et où, au bout du compte, ce qui marquera le plus, c'est à quel point elle déchire en tant que héros, en tant que personne qui doit lutter contre une armée du mal ou une connerie comme ça, quoi. Des tas de trucs de genre. Hein. Et où ce serait un truc secondaire qui serait un peu appuyé, histoire de dire quand même que c'est pas juste là pour faire joli. Mais voilà, ce serait quand même un truc secondaire, son homosexualité. Et ça serait juste... voilà, ce serait pour dire qu'on peut être aussi badass qu'un type hétéro lorsqu'on est homosexuel. Ce genre de truc, où être homosexuel n'est pas juste un petit gimmick, faut quand même que ça joue un petit rôle, mais faut pas non plus que ce soit appuyé de façon à dire « regardez, on est un homosexuel !» C'est tellement important, tellement grave, sauf si vraiment l'homosexualité est au cœur du récit, bien entendu, évidemment, évidemment. Hein, on peut très bien faire des histoires autour de ça, des biopics, ce genre de choses. Oui, il faut pas que ce soit d'une part juste un gimmick comme ça, mais il faut pas non plus que ce soit montré de façon à nous faire vouloir nous faire passer une leçon de façon brute de décoffrage. C'est ça le truc pour moi avec le progressisme dans les médias, pour quelqu'un comme moi qui estime être quelqu'un de plutôt progressiste en soi. Hein, voilà. Vous êtes homosexuel, transgenre, une femme, ça n'a jamais été une minorité, mais voilà, vous faites partie d'une minorité qui se mêle un peu de ses affaires, quoi. Vous voulez être homosexuel, vous voulez être transgenre, ben c'est votre truc, hein, votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Et ben, pour moi qui considère que c'est quelque chose de totalement acceptable et normal, ce genre de choses n'a pas à être montré avec des gros sabots. Et j'ai jamais très bien saisi l'intérêt de faire ça, à part pour une certaine partie de la communauté qui a besoin qu'on leur astique l'ego, si vous me permettez l'expression. Voilà, hein, mais c'est ça le truc. Si vous montrez avec des gros sabots à quel point l'homosexualité c'est pas quelque chose de gras, ça peut même être cool, ou que les femmes peuvent être super puissantes, etc. Ce que vous allez faire, c'est prêcher des convertis et braquer ceux qui ne le sont pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Si vous vous adressez à quelqu'un qui est légèrement sexiste, admettons que vous voulez vous adresser à quelqu'un qui est légèrement sexiste, eh ben, c'est pas en montrant avec des gros sabots une femme forte en contraste avec des tas de mecs qui sont super sexistes de façon complètement grossière et avec une mise en scène complètement plat, en pleine gueule, que vous arrivez à le convaincre de grand chose. Ça va juste le braquer, il va juste se sentir insulté parce que si ça se trouve, lui qui est sexiste, il est sexiste de façon plus fine que ça. Et bien entendu c'est pareil quand on veut faire passer un message antiraciste, anti-homophobe, etc. etc. Ce genre de choses, si vous voulez vraiment, et je dis bien vraiment, envoyer un message qui puisse changer quelque chose,
faut pas le faire de façon grossière. C'est un peu le cas aussi lorsque j'ai fait ma liste des films qui me plaisent moins qu'à la majorité, que tout le monde adore sauf moi. Lorsque j'ai parlé notamment de Django Unchained, ah bah tant mieux pour vous, hein, si pour vous ça représente bien le racisme de l'époque, tout ça, mais oui, ce qu'on voit, c'est surtout une espèce d'exagération, enfin pas une exagération, d'appui ultra poussé, ultra grossier sur la situation affreuse qu'avaient les Noirs à l'époque. Ce que je m'imaginais déjà, je savais déjà ça, hein. Vous m'excuserez, hein, je savais qu'à l'époque il y avait la traite des esclaves et c'était pas bien. Ah, oui, vous prêchez un converti à ce niveau-là, hein, je vous le cache pas. Et vous faites ça de façon tellement grossière que... Oui, je sais que ça marche comme ça. On a le sentiment que c'est une espèce de petit trip là de quelqu'un qui déteste une certaine communauté, à raison, hein, bien entendu, hein, les racistes, ceux qui étaient des esclavagistes à l'époque, c'était des sales connards, et qui veulent leur en mettre plein la gueule, juste pour le plaisir de leur en mettre plein la gueule. Alors, bien entendu, étant donné qu'on s'en prend à des racistes, etc., c'est pas dérangeant pour la plupart des gens. Et bien entendu, ça me dérange pas outre mesure, mais je trouve pas ça très fin. Je trouve pas ça particulièrement grandement prenant de voir que on on n'aime pas les racistes et c'est des sales cons. Oui, je le sais. Il y a moyen de faire ça mieux. Et ça n'en fait pas un défaut rédhibitoire pour moi, mais ça va clairement pas élever ce film très loin dans son message progressiste. Enfin, si tant est que ça essaye vraiment de faire ça, quoi. Mais ça fera plaisir à ceux qui n'aiment pas les racistes, qui veulent juste voir qu'on tape sur les racistes parce que c'est des sales cons. Ah là, bah vous avez votre film, hein. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche un petit peu qu'on fasse ça, hein. Parce que je sais que les racistes, c'est des sales cons. Je n'ai pas particulièrement besoin qu'on me le renvoie en pleine gueule. Sachant qu'on peut être raciste sans être à ce niveau-là aussi. Il y a du racisme un petit peu plus fin, entre guillemets, qui peut se mettre en place. Donc, ouais, tous ces exemples pour appuyer que le message progressiste, pour moi, ça a pas à se mettre avec des gros sabots. On peut mettre en place des messages progressistes qui me plaisent. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant Mulan et la Belle et la Bête. C'est parce que ça envoie clairement un message girl power, un peu différent l'une de l'autre, mais quand même, on a une femme qui se démarque du lot et qui va va prendre des décisions différentes pour se démarquer et montrer un personnage de femme forte sans que un seul moment, à quelques détails près dans Mulan, le film n'appuie ça de façon à dire regardez comme on est féministe, c'est-il pas trop génial? Ouais. Hein, alors après, bien entendu, il y a différents degrés par rapport à ça. D'ailleurs, je vais un petit peu revenir sur quelque chose qui est facilement lié à ce genre de débat et sur lequel j'ai pas trop envie de m'étendre, mais oui, évidemment, il y a tout un débat entre les SJW et les anti-SJW. Pour moi, c'est aussi naze un terme que l'autre, hein. Je déteste les extrêmes dans les deux sens. Et donc oui, au début, on a eu les SJW qui se sont plaints à chaque fois qu'il y avait un cas qui était pas forcément trop féministe, dès lors qu'on s'y penchait un petit peu que c'était « Oh mon Dieu, ultra sexiste, comment osez-vous rabaisser l'histoire de la place de la femme ?» Je donne le féminisme comme ça, mais ça peut être bien entendu le racisme ou autre chose, enfin qu'on peut mettre en avant. Ça va trop loin, des fois c'est complètement ridicule, mais à côté de ça on a eu les anti-SJW qui maintenant voient du SJW partout, au point où on s'en est gavant, vraiment gavant. Bah, je donnais deux exemples par rapport à ça, puis je vais vite me débarrasser de ça. Ouais, en termes d'SJW, il y a eu dans Avengers 2 des gens qui ont réagi très mal par rapport à l'arc de Black Widow là-dedans. Hein, de la veuve noire, en disant que c'était une insulte aux femmes de vouloir définir ce personnage de femme forte par son incapacité à avoir des enfants et comme quoi c'est laminé. Et ça me sidère, je vous jure, ça me sidère que des gens osent traiter Joss Whedon de sexiste.
Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est féministe en termes de réalisateur, c'est Joss Whedon. Regardez la série Buffy et osez me dire qu'il n'est pas féministe. Dans la saison 7, il est tellement féministe que ça va même un peu, que c'est même un peu trop grossier pour moi. Hein. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quand même un peu grossier dans la saison 7. Mais voilà, traiter Joss Whedon de sexiste, c'est comme traiter Woody Allen d'antisémite. Il y a un moment donné, faut arrêter d'être con, hein, faut arrêter d'être con. Mais voilà, quoi, le personnage de Black Widow, c'est un personnage à part entière qui est défini par le fait de n'avoir jamais eu vraiment d'attache dans sa vie, et c'est quelque chose qui appuie davantage ça, le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, ça appuie davantage le côté un peu sombre de sa vie, on ne peut pas avoir d'attache de vraie famille. Et donc ça accentue le drame de sa situation particulière à elle. Et merde quoi, une femme qui aimerait avoir des enfants, vous trouvez ça sexiste comme principe? Là, bien entendu, ça va pas être un cas général, vous n'êtes pas obligé de vouloir des enfants, mais si une femme veut des enfants, c'est pas du tout sexiste. C'est quoi cette connerie? C'est complètement con, ça, par exemple. Et dans le cas extrême opposé, on a Star Wars épisode 8, incroyable, j'en parle, où, étant donné qu'on montre une certaine diversité dans le casting, les gens se sont dit oh c'est trop SJW, on veut trop nous faire passer une morale en forçant une diversité ethnique, Il y a aussi le côté féministe forcé où c'est une femme une femme aux commandes qui doit avoir raison face à notre jeune homme fougueux qui essaye de braver ses ordres. Oh mon dieu, on veut trop forcer un message féministe là. Excusez-moi, je trouve ça naze. C'est tellement naze. Et de vouloir se plaindre pour des conneries, ça me gonfle. Parce que il y a un argument que des anti-SJW, ou même des gens qui sont contre les SJW, parce que voilà, j'ai pas envie d'être un extrême non plus, parce que j'utilise cet argument aussi, disent que lorsque quelqu'un se plaint qu'une femme représente mal le féminisme, ou qu'un personnage représente mal telle ou telle minorité ethnique, ou que ça aurait été cool de davantage montrer certaines minorités ou plus de femmes, etc. Beaucoup de gens ont cet argument très valide comme quoi, est-ce que vous pourriez pas juste apprécier un personnage par rapport à ce personnage lui-même, et pas par rapport juste à la race, le sexe qu'il renvoie? Genre, beaucoup de héros, faut juste les voir comme ça, des héros, et leur sexe, leur race, etc., c'est un détail. Bien entendu, ça changerait pas grand-chose dans plusieurs films de prendre un noir au lieu d'un blanc ou une femme au lieu d'un homme. C'était un peu dommage, mais ça change rien à la qualité intrinsèque du film. Vraiment. Hein, ça aurait rien changé à la qualité intrinsèque du film de faire ça. Donc voilà, ça peut être une micro-plainte de généralisme qu'on peut faire, mais c'est pas non plus une grande plainte à faire contre le film en question. Et ce serait cool de reprendre cet argument, de penser à cet argument quand vous partez dans l'autre sens. Oui, ça se trouve, vous aimez pas les personnages. Ça se trouve, vous appréciez pas les personnages dans Star Wars 8 pour X raisons. Il y a eu des arguments que je trouve totalement foireux à ce niveau-là, certains qui sont plus recevables. Mais est-ce que vous pourriez pas juste les prendre comme des personnages? Là, vous aimez pas le personnage de Rose, ok. Et en quoi ça doit être si différent que ça? En quoi ça doit être plus grave par rapport au fait que ce soit une asiatique, une femme asiatique? Qu'est-ce que ça change? Vous aimez pas Rose, ok, vous aimez pas le personnage, merde. Si ça avait été un mec, est-ce que un mec blanc, est-ce que vous auriez eu le même problème? Ou vous seriez dit, ok, c'est pas si grave que ça? Parce qu'à ce moment-là, oui, hein, vous passez limite pour un raciste ou un sexiste, là. Excusez-moi. Pareil, dans le cas du général Holdo, si ça avait été un mec aux commandes à la place, et qu'à la place on avait une jeune soldate fougueuse qui allait à l'encontre de ses ordres, et que ça passait exactement de la même façon dans le film, est-ce que ça vous aurait dérangé? Moi? Je pose la question parce que ça me met un doute, hein, la façon dont vous réagissez à fond sur ce détail-là, les gars.
Et ça me fait me douter un petit peu du fait que vous êtes raciste ou sexiste, hein, parce que ça donne presque l'impression que vous l'êtes au bout du compte, hein, quand vous faites ce genre de réaction. Après, honnêtement, juste pour dire un dernier truc sur Star Wars 8, on sent quand même que ça voulait afficher une espèce de diversité, et ouais, quoi, ça change absolument rien au personnage, quoi, leur écriture, etc. C'est un détail en plus, donc c'est pas grave. Hein, ça change rien à la qualité intrinsèque du film. Par contre, voilà, si vous vouliez vraiment appuyer une vraie diversité, je trouve que vous auriez pu, dans nos personnages importants du film, montrer au moins un personnage d'une vraie race alien différente. Pas juste des humains comme nous. Genre, on aurait pu reprendre la race de la co-héroïne d'Anakin Skywalker dans la série Star Wars Clone Wars, par exemple. Je sais pas, hein, les races dans Star Wars, je me casse pas les couilles à retenir, hein, je vous cache pas. Voilà, donc même pour montrer de la diversité, il y a moyen de faire de l'amélioration par rapport à l'univers que vous montrez. Voilà, si je dois faire un petit, un petit commentaire, une petite critique sur Star Wars 8 par rapport à ça. Mais ouais, quoi, ça change rien au fait que les personnages sont des personnages en soi et qu'on joue pas tant que ça sur leur race, enfin leur race entre guillemets, hein. Il n'y a pas vraiment de race, hein. Asiatique c'est pas une race, c'est juste une couleur de peau et une origine de pays, enfin bref, c'est insister sur leur couleur de peau comme ça, je vois pas l'intérêt. Surtout si on veut prôner le fait qu'un personnage doit être surtout considéré comme un personnage en soi et pas forcément comme l'ethnie, le sexe qu'il représente. Et c'est peut-être parce que j'ai ce léger sens de l'observation morale personnelle que j'arrive pas une seule seconde à accrocher à un extrême comme à l'autre. À chaque fois, pour moi, ce sont des gros géniards pas foutus de voir plus loin que ce qui les irrite. Malheureusement. Et que, ouais, pour moi, lorsqu'on veut me faire avaler un message progressiste, eh ben, il faut le faire pas avec des gros sabots, parce que sinon, bah, c'est juste un truc qu'on va me balancer en pleine gueule. Et c'est, bien entendu, à divers degrés, hein, c'est pas non plus saoulant et grossier dans Les Indestructibles 2, quoi. Disons juste que c'est déjà vu et c'est pas non plus particulièrement grandement réfléchi, hein. D'autant plus que ouais, si vous vouliez appuyer que c'est difficile la vie de père au foyer, on insiste plus sur le côté surnaturel de la chose, hein. Genre Jack qui a ses pouvoirs et le problème de la perte de mémoire du petit copain de Violette, hein. Donc c'est quand même ces trucs-là qui poussent le plus à bout Bob, pas les trucs normaux de la vie de tous les jours qu'on a, nous les vrais humains. Donc c'est... Ça appuie moyennement ça, hein, avec cette illustration-là. Histoire de dire, mais voilà, c'est pas aussi grossier que d'autres fois, mais ça reste quand même pas... C'est pas non plus si fin et subtil que ça. Mais ouais, peut-être que s'il y a des jeunes qui suivent ça, ça saura les influencer en bien. Je veux dire, c'est pas aussi grossier que d'autres trucs, c'est pas non plus en pleine gueule comme ça par rapport à d'autres fois, mais ouais, moi qui ai quand même une certaine expérience de la vie maintenant, et qui a quand même j'estime, une décence morale acceptable, ce genre de choses, tu veux le faire passer pour moi, ben tu le dis pas de façon aussi directe, pas de façon aussi pas de façon aussi voilà, hein, je suis très doué avec mon vocabulaire une fois de plus. C'est ça ce que je veux dire par rapport au progressisme dans les médias. Sans doute un de mes sujets les plus polémiques de cette chaîne, c'est que oui, c'est bien de montrer du progressisme, faut le montrer avec un peu de finesse. Parce que sinon, au mieux, vous saurez peut-être influencer en bien des enfants influençables dont les parents se foutent. À ce moment-là, dans les parents qui ont des parents laxistes, à ce moment-là, oui, vous pourriez les influencer en bien. Et j'imagine que c'est pas plus mal, mais le reste, honnêtement, des gens comme moi qui sont un peu réfléchis, ça leur passera au-dessus de la tête. Je sens une possibilité de débat houleux en commentaire. Je tenais à le dire, c'est sans doute l'approche, le sujet le plus polémique que j'ai, mais ouais, c'est un truc que je tenais à dire depuis pas mal de temps. Et je tiens à être clair là-dessus. Voilà. Merci d'avoir suivi en tout cas. À bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.